Donc j'ai le plaisir de vous présenter Stéphane Frémigier, le CIO de Abilian, qui va nous parler de Hop3. Donc je vous laisse la parole, merci beaucoup. Ok, merci. Donc je vais vous faire une présentation en accéléré sur un projet qui s'appelle Hop3. Donc en 3 temps, d'abord présenter un peu le contexte et la vision. Dans un deuxième temps, les aspects technologiques, mais alors on ne va vraiment pas entrer dans les détails. On va rester quand même assez général. Et après, la roadmap, puisque c'est un projet qui est relativement jeune et dont les principaux livrables sont attendus plutôt l'an prochain. Donc la stratégie, la vision, c'est de constater déjà qu'entre le logiciel libre ou l'open source et le cloud, c'est une situation qui est un peu compliquée. Il y a de l'amour, mais il y a aussi des aspects un peu plus difficiles, quoi. Donc on sait que l'open source, c'est quelque chose qui se développe depuis que le terme a été inventé en 1998. Mais on sait aussi que le cloud se développe même presque encore plus vite. Alors le cloud est majoritairement basé sur des technologies open source, mais il y a des problèmes, hein. Il y a des problèmes et le problème principal, c'est la domination de 3 acteurs, alors qu'on appelle les GAFAM en France, même s'il n'y en a que 3 qui sont vraiment des providers de cloud. Donc pour donner quelques exemples, hein, vous avez les titres de publications diverses, ou d'agences d'ailleurs de protection de la vie privée par exemple, qui épinglent régulièrement, souvent Microsoft et Google. C'est les 2 qui sont le plus problématiques. Alors on ne va pas rentrer non plus dans les questions géostratégiques, géopolitiques, qui sont aussi des sujets. Nous, à notre niveau de citoyens, de chefs d'entreprise, de responsables d'organisations, comment dire, on est impacté quand même par ces problèmes de sécurité, de vie privée, etc., etc. Mais on va dire à un niveau encore plus bas, on a ce problème qu'en mettant toutes nos billes dans les mêmes outils, donc souvent Google, c'est vrai que c'est Google, comme on peut le voir sur ce slide, qui est le plus souvent critiqué. On a des situations où une entreprise peut décider de manière unilatérale et pratiquement sans aucun recours de suspendre ou d'arrêter définitivement la capacité d'une personne ou d'une organisation à exister dans l'univers numérique. Alors après, on a un autre souci avec le cloud. Vous connaissez, il y a eu un exemple en France qui a été malheureusement assez médiatisé, hein, pour des raisons évidentes. Mais il n'y a pas qu'en France qu'on a des incendies de data centers ou des incidents tout simplement de configuration, des câbles coupés. Ça, on avait encore ça cette semaine, hein, avec des problèmes géopolitiques qui peuvent impliquer des actes de sabotage. Et donc le cloud, dans son acception la plus générale, c'est-à-dire le fait d'avoir des ressources informatiques qui sont hébergées par des parties tierces, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi un certain nombre d'inconvénients qu'on peut trouver, que ce soit dans un article de Wikipédia ou dans différentes études qui ont été, que j'ai reprises brièvement sur ce transparent. Donc les problèmes de sécurité sur lesquels on va revenir, de fiabilité, et puis bien sûr les problèmes d'avoir, comme je l'ai dit, toutes ces billes dans le même panier que j'ai évoquées dans les premiers slides. Donc il y a une alternative, hein, dont on parle beaucoup, y compris dans l'univers du logiciel libre. Il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, je faisais une conférence pour parler uniquement de logiciel libre, et puis à la fin, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de self-hosting ?» Donc le self-hosting, c'est tout simplement le fait d'héberger des solutions qui sont en général des solutions open source, et de les héberger soit sur ses propres serveurs, soit, alors attention parce que self-hosting ça peut vouloir dire on gère tout de A à Z, ou ça peut vouloir dire on va gérer quand même sur des serveurs qui sont chez un opérateur, ou qui peuvent même être des machines virtuelles. Donc il y a de très nombreux catalogues de solutions open source. Il y en a 2 que je réalise et que je maintiens moi-même, c'est Awesome Self-Hosted et le guide des solutions open source, mais on va en trouver le comptoir du libre par exemple qui est fait par la Dulact, on va trouver le SIL qui est fait par la Dinum, etc. etc. Est-ce que c'est la solution parfaite, le self-hosting?
Oui et non, enfin non, parce que sinon je ne serais pas là pour vous présenter une solution enfin, comment dire, qui répond à certains problèmes qu'on va évoquer. Mais c'est vrai que y a le monde du logiciel libre depuis les années 90 repose essentiellement sur la notion de distribution Linux. Distribution Linux ou FreeBSD ou autre chose, mais on a cette notion de distribution avec un ensemble de dizaines de milliers, centaines de milliers de packages qui sont faciles à installer, il suffit d'une commande et qu'après on peut utiliser. Ça marche très bien pour les applications desktop, quand on utilise directement la machine. Ça peut marcher pour certaines applications serveurs, mais plutôt bas niveau, les bases de données, le serveur web, etc. Mais dès qu'il s'agit de déployer une application web un peu complexe, on n'a pas les packages, on a rarement les packages, et quand il y a les packages, on a des problèmes de configuration, de montée de version, de maintenance, etc. Alors donc c'est pour ça que j'ai introduit Hop3 ou Hop, ça veut dire que très rapidement on va pouvoir se lancer dans l'hébergement d'applications open source, soit qu'on a développé soi-même, soit qu'on récupère dans des catalogues, sous la forme d'un PaaS, donc Platform as a Service, on va y revenir, et la plateforme elle s'occupe de, je ne vais pas dire de tout, mais elle s'occupe de beaucoup de choses, de la flexibilité, de la sécurité et de la résilience opérationnelle. Alors on va voir aussi que ça s'adresse plutôt aux développeurs et aux PME. Voilà. Alors, c'est quoi un PaaS? Le PaaS, c'est quand on a un système qui permet de gérer le déploiement d'applications. Alors, soit, comme je l'ai dit, des applications qu'on a développées soi-même, soit des applications qu'on a récupérées d'une façon ou d'une autre, et qui gèrent la plupart des aspects techniques, donc les langages de programmation, les bibliothèques, les services et les outils de développement. Alors le PaaS en lui-même ne gère pas vraiment ce qu'on appelle l'infrastructure, donc les serveurs, le réseau, la capacité de stockage, etc. Ça, c'est plutôt ce qu'on va appeler le IaaS. Et donc, en faisant cette distinction IaaS-PaaS, enfin, vous le savez sûrement, on arrive quand même à découpler deux couches différentes. Et nous, avec notre projet, on va se focaliser sur le côté plateforme, donc Platform as a Service. Alors un autre sujet sur lequel je vais peut-être vous demander un petit sondage, qui connaît déjà les 12 factors. Donc c'est pas très connu, pourtant c'est un coup marketing génial de la société Heroku qui avait lancé l'un des premiers PaaS dans les années 2000 et qui en 2011 a formalisé ça sous forme d'une sorte de manifeste un peu ésotérique. Au début on ne comprenait pas tout et puis finalement en réfléchissant bien on s'est dit que enfin moi, en tout cas mon expérience personnelle, qu'ils avaient vraiment bien réussi à résumer l'essence de leur produit. Alors évidemment, c'était en partie du marketing et ça leur a permis de développer leur mindshare, leur impact sur le marché. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais bon, l'idée, c'est de pouvoir déployer facilement des applications, que la plateforme s'occupe de tout, des dépendances, etc., qu'elle puisse gérer aussi bien la pré-prod, les plateformes de test, les plateformes de pré-prod et les plateformes de production à partir d'une seule base de code. Alors souvent, pas toujours, mais souvent, c'est basé sur du Git. Donc, on fait un Git push et hop, comme je disais tout à l'heure, quand ça marche, alors parfois ça ne marche pas, donc il faut débugger, mais une fois qu'on a à peu près trouvé le truc, ça marche et on peut déployer très facilement ces applications. Voilà. Alors depuis les 12 factors, il y a eu une petite dizaine d'autres facteurs qui ont été proposés par un certain nombre d'observateurs. Il y a des discussions qui sont en cours pour justement augmenter ces 12 facteurs. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais tous ces facteurs, c'est des idées, observabilité, sécurité, résilience, décentralisation, etc. C'est des idées quand même qui sont sous-jacentes aussi au projet dont je vais vous parler, Hop3. Alors il y a de très nombreuses plateformes open source qui peuvent être qualifiées de plateformes as a service. Alors, dans la première liste, vous avez tout ce qui n'est pas open source, justement, tout ce qui est propriétaire et qui est du service cloud, les plus connus, Google App Engine, Heroku, AWS, Elastic Beanstalk, etc., Azure, enfin, la plupart des grands opérateurs ont des offres. Et puis, il y a un certain nombre d'offres qui sont plus dédiées, où c'est plus des startups, ou en tout cas des entreprises plus modestes, mais néanmoins qui ont de l'impact. Citons nos amis français de Clever Cloud, par exemple. Je crois que c'est les seuls dans la liste. Plateforme SH, je crois qu'ils sont un petit peu français aussi.
Alors après, on a des plateformes complètes, open source, mais assez lourdes à mettre en œuvre, qui sont souvent basées sur Kubernetes. Donc, citons par exemple OpenShift et Cloud Foundry. Et puis, alors, on a les plateformes légères. Donc, nous, avec Op3, on va se placer dans la catégorie des plateformes légères, des projets qui seront faciles à déployer, qui ne vont pas forcément adresser des besoins gigantesques, mais qui permettent d'adresser les besoins des équipes de développement et des petites entreprises. Donc là, j'en ai listé une demi-douzaine. Hein. On va en citer un peu plus en détail quelques-uns. Attendez, moi, je vais y revenir, excusez-moi. Alors, est-ce que, comme je disais, est-ce qu'il y a vraiment un paradoxe à parler d'un pass self-hosté ? Soit on fait du cloud, soit on ne fait pas du cloud, nous diront certains. Ben non, comme je l'ai dit, la distinction IaaS-PaaS est certainement intéressante. Et donc, comme le IaaS, c'est quelque chose qui est beaucoup plus standardisé que le PaaS, si on arrive à avoir un PaaS open source qui se déploie facilement sur les ressources informatiques, compute, storage, etc., de n'importe quel opérateur, on aura beaucoup plus de facilité. Alors, en termes de sécurité, je reviens juste sur l'hypothèse de base, qui est notre modèle de menace. Hein, et c'est de se dire, dans un déploiement de Op3, l'organisation qui a déployé ou la personne qui a déployé Op3, elle contrôle son serveur, elle contrôle tout. Donc le modèle de sécurité est relativement simplifié. On n'est pas dans une situation où on va essayer de caser un maximum de clients différents sur les mêmes serveurs, et donc où on a des considérations d'isolation assez fortes qu'on est obligé de prendre en compte pour éviter qu'il y ait des données qui passent d'un client à l'autre sans... Voilà. Alors Op3, c'est une plateforme qui va gérer l'ensemble du cycle de vie DevSecOps, hein, depuis le build, le run, et puis tout ce qui est sécurité, monitoring, etc. Donc le diagramme est assez classique, on retrouve les grandes fonctionnalités. Un diagramme conceptuel que je ne vais pas vous détailler, mais où on retrouve aussi les facteurs, les 12 facteurs, les facteurs additionnels, et la plupart des concepts que j'ai déjà évoqués. Et puis donc, alors peut-être un peu plus utile en termes de, enfin pour pas rentrer dans rester uniquement dans des généralités, à qui on s'adresse. Donc on va s'adresser en priorité à des organisations qui développent du logiciel, développeurs indépendants, petites start-up, moyennes start-up, groupes qui développent du logiciel dans une grosse entreprise ou dans une SS2I. Après, on va avoir une deuxième catégorie qui est quand même relativement différente, c'est les PME qui veulent déployer des applications un peu sur étagère, hein, avec un concept proche des App Store. Et puis, on va utiliser, et je reviendrai à la fin, Op3 pour faire de la R&D collaborative avec des partenaires en leur fournissant des briques sur lesquelles ensuite on pourra faire des extensions. Voilà. Alors, en quoi Op3 diffère du reste du monde, hein. Bon, par rapport au cloud traditionnel, on est sur, bien sûr, plus de contrôle, plus de souveraineté. C'est une plateforme légère, donc elle a les avantages et les inconvénients qui sont liés à ça, mais en tout cas, c'est beaucoup plus léger que de déployer, par exemple, un Kubernetes. Elle est flexible, ou elle sera flexible et extensible. Elle est sécurisée et elle est décentralisée. Voilà, donc on s'inspire d'un certain nombre de projets existants. On ne prétend pas avoir inventé la roue. La roue, je crois que c'est M. Eben Moglen de la Free Software Foundation qui avait lancé ça en 2010 avec la Freedom Box. Mais donc il y a eu d'autres projets similaires et inspirés aussi par la vision générale de cette première vision. YunoHost, par exemple, ces deux plateformes qui permettent de déployer des applications sur des bases de Debian essentiellement. Après, on a des plateformes qui sont plus du PaaS à la Heroku, on va dire. Donc Doku, basé sur Docker, Piku en Python, et Nua, qui est aussi un projet qu'on avait commencé il y a 2 ans. Et en fait, Op3, c'est un peu la suite de Nua. Donc les deux projets sont très similaires et il y a du code, des bases de code communs entre les deux projets. Donc les challenges techniques, c'est de faire du build, hein, d'être capable de builder des applications facilement.
Du build reproductible de préférence, donc être capable de les builder et qu'à chaque fois qu'on les build, c'est la même et que 10 ans après, alors ça c'est pas toujours facile, mais même 1 an après avoir buildé l'application, on est capable de la rebuilder avec les mêmes dépendances. Ça c'est pas du tout facile en vrai. Donc le deuxième problème, c'est le run. Donc être capable d'avoir de la résilience et de la sécurité, ça c'est un peu les deux piliers de la souveraineté quand on regarde le côté plutôt technique des choses. Et puis pour ça, bien, il faut une architecture qui soit modulaire, extensible et avec des couches et on puisse plugger différentes approches en fonction des besoins et en fonction des évolutions technologiques. Et le dernier, c'est d'avoir une approche qui soit vraiment utile aux utilisateurs. Donc avec aussi bien pour les utilisateurs développeurs plutôt de la ligne de commande, enfin en tout cas c'est ce que préfèrent certains, et pour d'autres une interface graphique avec tous les éléments qui peuvent être utiles à l'opération d'une telle plateforme. Donc il n'y a pas vraiment de démo, mais c'est presque des screenshots de démo. Donc pour l'instant, sous forme de ligne de commande, on a une liste de commandes, donner la liste des applications, être capable de récupérer les logs, être capable de démarrer, arrêter, backuper, etc. Donc sur un exemple très simple, on déploie une application Python minimaliste. Elle contient, il y a un bout de code qui est dans app.py. Il y a les dépendances qui sont spécifiées par exemple dans requirement.txt. Et puis il y a un fichier de config qui est procfile et qui est un peu un classique. C'est un standard, il n'y a pas forcément un standard au sens de norme, mais c'est quelque chose qui est assez courant. On fait un git push. Et après le git push, le serveur s'occupe à peu près de tout. On peut faire un peu de configuration en utilisant la ligne de commande. On dit sur quel hostname, par exemple, on veut que ça se déploie. Et à la fin, on peut ouvrir le navigateur et on voit l'application. Voilà. Alors la roadmap, donc on a une roadmap avec une première tech preview qui est prévue pour en ce moment, fin d'année. Qui permettra d'héberger des applications relativement simples. Et puis donc, une montée en puissance au cours de l'année 2025. Donc je vais un peu plus détaillé, je sais qu'il me reste 2 minutes, mais donc la bonne nouvelle pour moi, en tout cas pour nous à Bilian, c'est qu'on a reçu un financement du programme NGI, dont il est d'ailleurs assez souvent question au cours de ces conférences. Donc NGI nous finance l'intégration avec Nix, qui est un système de package reproductible. Et donc ça va nous permettre effectivement d'avancer sur cette question des packages reproductibles. Le financement aussi, ils vont nous financer pour développer, à titre d'exemple, mais aussi à titre de solutions réellement utilisables, au moins 20 applications open source réellement utiles. Donc on a fait une première liste que vous voyez sur le slide. Alors là, il y en a plus, mais on va choisir. On va demander aussi éventuellement à faire des sondages, demander à notre communauté qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils veulent en premier. On va évidemment ouvrir aux contributions. Donc si des gens veulent contribuer des applications en plus, évidemment, on les rajoutera au catalogue, etc., etc. Et enfin, le NGI va nous financer de la sécurité. Donc aussi bien en phase de design qu'en phase d'audit, de la résilience comme on l'a vu. Et puis, on va intégrer des firewalls intelligents. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands chantiers du projet NGI. On espère encore toucher un deuxième financement. Alors, ce n'est pas sûr, mais en tout cas, c'est un financement qui va plus nous emmener vers du déploiement multiserveur avec des optimisations. Justement, quand on est sur du multiserveur, on va essayer d'optimiser le placement, optimiser l'utilisation des ressources avec du machine learning et donc de l'orchestration un peu plus complexe et de l'allocation prédictive, etc., etc. Voilà, donc là, j'ai pratiquement fait le tour. Donc, solution qui correspond à un certain nombre de use cases, pas tous évidemment, mais qui, on espère, correspond aux use cases de suffisamment de gens pour que le projet soit intéressant. Qui sera disponible en première tech preview. Alors, il y a déjà un repo GitHub, hein, vous inquiétez pas. Je vous donne l'adresse du repo GitHub. L'installation, etc. Tout ça, c'est en cours de finalisation, de test. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Stéphane, merci beaucoup. En tout cas, c'était une belle présentation de la solution. A priori, les présentateurs suivants ne sont pas là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Le présentateur est en retard.
Non, ils sont timides pour les questions aujourd'hui. Ok, ben merci encore. Et je reprends ma clé. Merci.